Ok. Alors, on se lance, Claude, c'est bon. En principe, c'est ça. Tu interviens comme tu veux. Tu es sur Voilà, 10 heures. ça t'ennuie pas, on va faire comme ça. C'est ça. Voilà. Eh bien, oui, quelqu'un voulait intervenir, non? Donc, je me lance et enfin, moi, ça me fait très plaisir qu'on démarre ce cycle je ne sais pas comment les qualifier, ce ne sont pas vraiment des conférences, un peu dans un autre temps, on aurait dit des causeries au coin du feu, enfin, au coin du Zoom, sur le mode amiable dans l'optique que cherche à atteindre la commission du barreau de développer la culture marbre. Dans un récent rapport, j'ai vu passer non, c'était un article, mais peu importe, les magistrats se plaignent qu'il n'y ait pas cette culture marde au barreau et que ça entrave le développement de cette formidable technique, de ce formidable moyen de résoudre les conflits. Alors là, j'ai l'air d'être sarcastique. En fait, je ne le suis pas, bien évidemment, puisque je suis convaincu, mais c'est vrai qu'on on est parfois un peu agacé de cette injonction des magistrats qui se plaignent de notre réticence au marde, alors que nous, on se plaint beaucoup du mauvais fonctionnement de la justice et que c'est pas le moment idéal de nous convaincre pour faire autre chose. C'est sûr que si tout allait bien et si on avait vraiment l'embarras du choix, si on avait à choisir entre la voie judiciaire et si on pouvait le faire dans des conditions raisonnables, ce serait plus simple. Là, on a l'impression qu'on le fait le couteau sous la gorge. Et comme le disait très justement Paul Václavic, un grand psychologue palo-altiste, la maturité, c'est d'être capable de faire quelque chose, même si vos parents vous disent de le faire. Et ben là, on est un peu dans ce rapport-là. C'est-à-dire que la maturité, ça va être pour nous d'être capable d'investir les mardes, même si nos magistrats qui, par ailleurs, nous rendent une justice dégradée, à la fois en délai et on va dire en termes de qualité, allez, on va se faire des copains, mais c'est lié au délai, comme ils ont de moins en moins de temps à consacrer au dossier et qui sont de moins en moins nombreux et qui travaillent de plus en plus à l'arrache, c'est pas anormal que la qualité des décisions s'en ressente. Donc, il faudrait investir les modes amiables. Et là, on a un peu, au-delà donc de la réaction d'amertume et de rejet que cette injonction suscite dans le contexte que je viens de décrire, on est confronté à certaines réactions des confrères que j'ai partiellement partagées, sauf la première. La première, j'ai jamais eu ça, j'en parlerai. Mais c'est vrai que la première réaction, l'avocat, je l'ai entendu, la phrase, c'est une consoeur. Quand je l'ai appelée pour négocier, elle m'a dit, oh, vous savez, moi, le mode amiable, c'est pas mon ADN. C'est vrai, on nous a biberonné à l'avocat triomphant, l'avocat magicien, l'avocat qui renverse la table, qui démontre que celui que tout accusait est en réalité innocent, la veuve et l'orphelin, celui qui par un moyen de droit génial fait avancer la justice sociale, le progrès, etc., etc. Oui, on nous a biberonné à ce rôle fondamental. Mais ce qu'on masque en disant ça, ce qu'on demande, et ce que le client demande d'abord à l'avocat, c'est de lui trouver une solution à un problème. Le droit n'est qu'un moyen. Et là-dessus, l'un des témoignages de l'une de nos formatrices à ce diplôme universitaire de Nanterre, qui est donc le parcours que nous partageons avec beaucoup de membres de la commission, dont Sonia, on doit vraiment remercier Claude d'avoir créé cette formation parce qu'elle est géniale et elle est très adaptée à ce dont on a besoin. Je referme la parenthèse. Elle, sa prise de conscience, ça avait été à cette consoeur qui faisait du droit social, après 10 ans de procédure, et donc j'imagine des échecs, des succès, et puis des renversements, et puis peut-être une cassation en disant on a le temps de faire tout ça. Elle avait, j'allais dire convoqué, non, elle avait invité sa cliente elle voulait lui remettre le chèque. Elle lui avait pas, à 10 ans de procédure,
elle ne lui avait pas envoyé le chèque en recommandé, une fois que la CARPA lui a envoyé le chèque, elle avait tenu à lui remettre le chèque en personne. Et là, elle avait senti que finalement, pour la cliente, ouais, c'était bien le chèque, mais voilà, ça venait trop tard. C'est le vieux principe du désir proustien, hein. On obtient toujours ce dont on a rêvé, mais on l'obtient seulement le jour où on n'en a plus vraiment envie. C'est peut-être ça qui s'applique, mais voilà, cette victoire formidable, ce rôle incroyable de l'avocat qui, après des années de procédure, parfois, alors pas pour tout le monde, hein, si vous êtes dans une démarche militante, les militants vous seront toujours reconnaissants lorsque vous aurez fait avancer le droit dans le sens qu'ils espèrent. Dans ce type de dossier, où là on gère surtout des conflits de valeurs, le temps ne fera rien à l'affaire. Mais pour beaucoup de clients, il faut garder cette dimension. Si notre ADN, c'est de les entraîner dans des procédures où ils vont s'épuiser et puis finalement, compte tenu des contraintes chronologiques de la justice, obtenir satisfaction une fois qu'ils n'en auront plus envie, une fois que le litige sera éteint pour eux, ça c'est une dimension qu'on néglige évidemment quand on n'est pas formé au mode amiable. Et notre ADN, finalement, c'est peut-être un ADN un ADN un peu comparable aux ADN de prédateurs, c'est bien, mais si on peut évoluer vers quelque chose de plus humain, on peut en tout cas se poser la question. Alors, ouais, ça marche. Deuxième écueil, deuxième objection des confrères lassés de cette injonction au mode amiable. Ouais, mais c'est pas, qui recoupe un peu l'ADN. C'est pas notre boulot. Nous, on n'est pas des psys. Les gens sont en conflit, c'est très bien. Ils nous expliquent, nous, on convertit ça en droit, on en fait des moyens, on rédige un acte, une requête, et on y va. Et notre boulot, c'est ça. Et savoir si, dans le cadre d'une succession, tel enfant, il n'a pas eu son orange à Noël, tel autre, elle a eu une robe. Elle a eu une robe lorsqu'elle a raté le bac, alors que l'autre, il est parti en camp de pas de concentration, n'exagérons pas, mais en camp de redressement et en camp de bachotage pour avoir son bac. Entre parenthèses, c'est ce qui est arrivé à mon père. Et 40 ans après, ma mère en parle encore de cette histoire. Donc, voilà, c'est pas notre boulot, tant pis, voilà, on peut rien faire. C'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est le conflit. Après, c'est aussi les confrères qui disent, ouais, mais les clients sont emmerdants, les clients. Un de mes patrons, je ne dirais pas lequel, mais qui m'a formé, mais il dit, qu'est-ce que ce métier serait bien sans les clients. Voilà, on en arrive à ce genre d'absurdité. Les clients et d'autres confrères qui me disent, le client qui vient vous voir, il est forcément en colère, il est forcément malheureux, il a forcément peur. Et il n'est pas dans une situation facile. Et si on ne sait pas l'accepter, faut faire autre chose. Hein. Si tous les clients étaient calmes, réfléchis, probablement, il n'y aurait plus de justice parce qu'ils auraient trouvé une solution par eux-mêmes. Donc, on n'est pas des fous, mais on est professionnels du conflit. Et, je vais aller un tout petit peu plus loin, la profession à une démarche historique qui là pour le coup fait partie de notre ADN et qui est très intéressante, c'est la déontologie. Parce que un confrère disait la seule règle de la déontologie, c'est qu'il ne faut pas que les avocats importent au niveau de leur relation le conflit du client. La déontologie, c'est préserver la relation entre avocats du conflit des clients. Quel que soit le niveau de conflit des clients, les avocats se doivent d'être courtois, d'être respectueux, d'être fair-play et de répéter. Et là, on est complètement déjà dans une logique de métalangage, dans une logique d'accord sur les accords. La profession a cette intuition depuis toujours que finalement, pour arriver à résoudre le conflit, il faut arriver à le mettre à distance. Il faut être à distance avec aussi toutes ces règles déontologiques qu'on ne peut pas être son propre avocat, qu'on ne peut pas, qu'il est, même si ce n'est pas interdit, déconseillé d'intervenir pour des gens qui seraient trop proches de sa proche famille dans certains dossiers. Toute cette exigence de distance et cette obligation de courtoisie et d'échange fair-play
on est déjà finalement dans une démarche amiable. Donc, on a déjà cette logique, si on regarde notre histoire et notre patrimoine, et finalement, apprendre comment fonctionne un conflit, comment fonctionnent les gens lorsqu'ils sont pris dans un conflit, c'est tout simplement, il n'y a pas besoin d'être psy. Après, la différence, ce serait, moi, le bouquin de référence, je pense qu'il devrait être obligatoire à l'école. C'est des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école, comment gérer le conflit. C'est vraiment hallucinant qu'on n'ait pas cette ouverture. Et je dirais qu'il y a une différence très simple entre l'avocat et le psy. Le psy traite la personne, l'avocat traite le conflit. On n'est pas des psys, mais on doit être des professionnels du conflit. Et si nous sommes des professionnels du conflit, nous devons apprendre à le traiter dans toutes ses dimensions. Bien évidemment, notre dimension juridique et judiciaire, qui est la voie logique, normale, pour laquelle on est formé et qui reste toujours importante pour traiter le conflit, mais aussi une autre voie qui n'est pas si éloignée, puisque elle se construira toujours à la lumière de ce que le droit peut apporter, mais en alternative par rapport à différentes considérations, notamment le fait que le droit tranche en limitant le périmètre de saisine, alors que la vie est beaucoup plus large que le droit. Il y a quelqu'un qui fait sa vaisselle, mais c'est pas grave. Si la personne qui fait du bruit pouvait fermer son micro, ce serait sympa. On pourrait, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que j'étais en train de rappeler moi? Le droit limite de champ d'investigation et d'intervention. Merci. Voilà. Exactement. Merci. Et typiquement, en droit de la famille, où le droit va se saisir du problème, le juge va se saisir du problème à un instant T et dire à un instant T, ben voilà, vous vous séparez, donc les enfants vont là, machin, etc. Mais derrière, il y a 20 ans de vie, si les enfants sont jeunes, parfois plus, qui va devoir, que les parents, que les parties vont devoir gérer. Et sur cette durée, sur l'existence d'une relation avant, bien sûr, mais après, ça c'est une dimension qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, y compris commerciaux, où on peut avoir un intérêt à ce que la relation se poursuive, ou même structurellement, on est coincé dans une relation qui va devoir se poursuivre. Idem dans la copropriété, dans certaines situations de voisinage, et ben on va devoir continuer à communiquer avec la personne. Dans ce contexte-là, la décision judiciaire n'est finalement pas, n'est pas du tout un gage de paix. Alors évidemment, ça peut faire des conflits à répétition, mais je ne sais pas si ça fera des personnes heureuses du traitement qui va leur être réservé et favorables finalement aux interventions d'avocats. Alors, je termine le point, puis après je ferai une petite pause pour avoir vos avis. Alors voilà, ça c'était vraiment, et ça reste le dernier écueil que l'on entend, y compris, j'ai eu cette position de la part d'avocats qui sont favorables aux solutions que j'appelle solutions de conciliation. Pour moi, la conciliation, j'utilise, je sais qu'il y a des gros débats sur la distinction que l'on doit faire entre conciliation et médiation, c'est assez ténu, bien sûr. Il y a le cadre structurel. Le conciliateur de justice est une institution différente du médiateur, qui n'est pas une institution d'ailleurs, et les textes ne sont pas les mêmes. Mais une fois qu'on a posé cette différence institutionnelle, structurelle, on s'interroge sur les différences. Moi j'ai cette intuition que le conciliateur, c'est finalement c'est la partie émergée. C'est ce que je faisais avant d'être formé, compte tenu de ma pratique en droit du travail. C'était d'imaginer la solution intelligente. C'est déjà une très bonne partie du mode amiable. J'anticipe la décision judiciaire, donc je suis dans cette démarche
on y verra de BATNA ou de MESOR, hein, Best Alternative to Negotiate Agreement, MESOR, meilleure solution de rechange en français. C'est un des outils majeurs que l'on apprend en formation mode amiable. On n'entre pas en mode amiable sans avoir jeté un œil à ce qui nous attend si le mode amiable échoue. C'est pour ça que le mode amiable n'est jamais complètement alternatif. Il se définit toujours par rapport à la voie judiciaire. Le tout premier formateur que j'avais eu, à l'époque c'était l'EDAC, on avait fait une formation de 5 jours avant le DU, il avait pris cette position un peu provocatrice en disant si à la limite vous êtes certain d'obtenir dans 15 jours, dans 3 semaines, une décision favorable, exécutoire, nonobstant recours, contre un débiteur solvable, sauf, là, le choix de la médiation, c'est un choix philosophique. C'est un choix, attends, parce que vous voulez être sympa, et encore, on revient à ce que je disais tout à l'heure, ou parce que vous voulez préserver la relation future avec la partie et ne pas la brusquer, ce qui peut être le cas, donc, dans différentes configurations. Mais voilà, et donc, on est tout le temps en train de faire cette démarche parce que cette démarche de projection, de prospection, qui va d'ailleurs incroyablement évoluer avec la justice prédictive, ça, on en reparlera, ça, pour moi, c'est encore un point d'interrogation. Mais lorsque l'on se décide à examiner, et du coup, ça permet de construire ses concessions. Voilà. Et cette phase-là, le conciliateur peut y arriver et il peut dire, bah, finalement, on connaît la jurisprudence, voilà, licenciement, c'était assez facile, hein. On avait un enjeu la plupart du temps de 6 mois de salaire, ancienneté, tac, tac, allez, on fait une négo à 3 ou 4 et hop, machin, c'était les conditions idéales. J'en réussissais beaucoup, je trouvais, et puis il y avait des cas où ça ne marchait pas. Voilà. Mais quand on me proposait d'entrer en médiation, évidemment, lorsque j'avais essayé avec le confrère, il y avait cette lassitude. Et même encore l'autre jour, j'ai transmis une injonction de se rendre en médiation à une consoeur en droit de la famille qui est tout à fait formée, tout à fait favorable. Elle me dit « Oh, il m'emmerde, il ne pense pas qu'on a déjà essayé, qu'est-ce à quoi il pense, etc. etc. » Eh oui, mais non. Non, parce qu'on a déjà essayé avec les outils rationnels. On a déjà essayé de proposer une solution intelligente et équilibrée. Et là encore, ce que l'on apprend en formation amiable, c'est que le client qui est encore dans son conflit, qui est encore dans sa colère, dans sa souffrance, dans son ressentiment, il n'a plus de cerveau. Ça, c'est un des principes établis en neurosciences. Centre des émotions, bloc, le néocortex, littéralement. Quand vous avez vraiment appris, compris, admis scientifiquement que les personnes sous le coup d'une émotion n'ont plus accès à leur néocortex, n'ont plus accès à leur rationalité, mais c'est une libération. Parce que vous n'êtes plus en train de vous dire, mais quel con ce mec est en train en face de moi, mais pourquoi il ne comprend pas ce que je lui dis? Vous tiltez, vous dites, ah oui, d'accord. Il est encore en colère, en émotion, je ne peux rien faire, je ne peux pas lui parler, je n'ai pas accès à son cerveau. Ouais, c'est un domaine, alors il faut s'entraîner, hein, parce qu'on se fait piéger tout le temps. Hein. Moi, le jour, j'ai passé une demi-heure à essayer de convaincre un client de ne pas déclencher les hostilités, etc. Droit de la famille, c'est chef d'entreprise, avec très haut revenu, patrimoine un peu blinking, des voitures de course, machin, etc. C'est vraiment le dossier où il ne fallait pas aller forcément au clash. Sauf à vouloir payer une prestation compensatoire absolument délirante. Et pendant une demi-heure, je dis non, mais on va discuter. Il ne voulait pas. Et j'ai argumenté. J'ai entendu un chef d'entreprise, un type qui gagne 150 000 € par an, qui a une boîte qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, qu'il a créé. Je suis arrivé, il en est arrivé à me dire je mets toutes mes boîtes en faillite et je vais vivre en Suisse. Et là, je n'ai pas tilté encore. Donc là, je ne suis pas encore très performant dans ce domaine. J'ai continué à lui dire que ce n'était pas très raisonnable. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais bon, tu as une fille de 12 ans à laquelle tu tiens, manifestement, tu t'en occupes, machin, etc. T'imagines les dégâts sur cet enfant d'un conflit total avec... Et là, il m'a dit, eh ben oui, je sais, tant pis, eh ben écoute, ok, elle a 12 ans, bah
je me rattraperai à sa majorité. Et c'est quand il a dit ça que j'ai compris qu'il n'avait plus de cerveau. Quand il en était à sacrifier sa fille, qui était un de ses objectifs principaux, on en arrive là lorsqu'on est en colère. Voilà. Et lorsqu'on a bien compris ça, on a les outils qui vont permettre de dépasser le blocage. Et ça, il n'y a que l'avocat qui peut le faire. Alors voilà, là on revient au centre. Je pense que le médiateur peut essayer, mais comme il est quand même tenu par son obligation de neutralité, d'impartialité, il est beaucoup moins bien placé que l'avocat pour arriver à gérer cette humeur, etc. Ce que par contre la médiation peut apporter, et ce que parfois l'avocat va avoir du mal à obtenir, c'est que ce que l'on sait aussi, et ça fait partie de ce que l'on apprend en formation, c'est qu'il faut mettre les personnes en relation. Il faut absolument que les personnes se voient et arrivent à se parler de manière courtoise. Évidemment, c'est très compliqué en ce moment c'est plus compliqué en ce moment avec les contraintes sanitaires, mais c'est une des clés de la reprise des contacts. Donc oui, on a déjà essayé, mais on n'a pas forcément essayé avec les bons outils. On a essayé avec la raison, on a essayé avec la projection jurisprudentielle, mais on n'a pas essayé de traiter ce qui fait que les gens sont aujourd'hui en souffrance et en difficulté de communiquer. Et puis après, bon, je vais la faire courte avant de m'arrêter. Moi, j'ai toujours mon exemple de dossier qui a été transigé la veille du délibéré d'une cour d'appel, où le dossier avait été plaidé déjà 2 fois dans la cour. On était déjà parti en médiation. Donc, pour la faire courte, on avait négocié avant la prise d'acte. On avait négocié après la prise d'acte du salarié, on avait négocié avant le conseil de prud'homme qui avait rendu une décision mitigée. Changement d'avocat pour l'appel, on avait négocié avec le nouveau confrère avant l'appel. On avait plaidé, la cour nous a envoyé en médiation. On n'a pas réussi en médiation. On plaide une 2e fois le dossier, et je m'en souviendrai toujours. Moi-même, là, j'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Et le confrère, on était sur le trottoir devant la cour que vous connaissez bien. Et on était là et on allait se quitter. Et il dit non, c'est pas normal qu'on n'ait pas réussi. Je rappelle le médiateur. Je dis ok, allez-y. Il rappelle le médiateur qui nous a donné le conseil le plus absurde que j'ai jamais entendu, qui consistait à dire il faut que les parties se parlent toutes seules, au contraire de tout ce qu'on peut dire. On a passé le message à nos clients parce qu'on on n'a pas dit bah non. Et donc, la veille du délibéré, j'ai reçu un texto en disant on a trouvé un accord. Donc voilà, à partir de là, non, tant que c'est comme un match de foot, hein, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, après les arrêts de jeu, même après les arrêts de jeu, il n'y a pas de victoire. Hein, les Italiens s'en souviennent bien. Voilà, c'est 94e minute, c'est encore possible. Et donc, il faut arrêter avec ces trois écueils auxquels je pense on a des réponses. Je fais une pause. Claude, tu me... Juste pour poursuivre sur ton propos, c'est une question qu'on nous pose souvent, ou que les confrères se posent souvent, c'est à quel moment proposer à nos clients une médiation, quel est le bon moment? En fait, la réponse, elle n'est pas facile. Le bon moment, c'est quand c'est le bon moment. Et ça, c'est tout ce que tu viens de décrire, aux avocats de sentir, de percevoir où en est leur client, de sa maturation et de ses réflexions. Et tu viens de dire également que même, on l'entend souvent, oui, mais à la cour d'appel, c'est déjà trop tard, c'est enquisté, on a déjà tout dit, on a déjà tout essayé, c'est trop tard. Non, même à la cour d'appel, même à la cour après renvoi de cassation, ça peut encore être le bon moment. Mais ça, c'est effectivement l'expérience aussi qui permet au médiateur ou à l'avocat, qui a un peu de bouteille, de savoir si c'est le bon moment pour son client, ou en tout cas de savoir à quel moment lui poser la question ou lui proposer. Mais c'est jamais trop tard. Alors, moi, je suis là-dessus, j'ai une position plus extrême. Pour moi, aujourd'hui, tous les dossiers doivent faire l'objet d'un examen modélial. Ça fait partie de ma grille de lecture du dossier, c'est-à-dire que ça m'intéresse de savoir comment le conflit s'est noué, où se situe la rupture de communication, y a-t-il un conflit de valeurs. Voilà. Mais tous les dossiers passent au fil du modèle avant même que je commence à me poser la question de la traduction en litige. Hein, vous savez, le conflit, voilà,
c'est le différend qui a mal fait et qui devient agressif, voire violent. Et le litige, c'est le conflit traduit en normes juridiques avec déjà une analyse de ce que ça peut donner comme solution judiciaire. Mais d'emblée, je procède à cette petite analyse. Et effectivement, Claude, tu as raison, je peux sentir, il y a quelqu'un qui fait du bruit, excusez-moi, je peux sentir que c'est pas le bon moment. On peut être confronté à, voilà, non, il n'est pas question, de toute façon l'autre ne voudra jamais, on peut être confronté au premier refus et à l'incrédulité du client, même, voilà, c'est pas ce qu'il veut. Et c'est là où on va pouvoir tout doucement commencer à mettre en œuvre notre technique d'analyse, de prise en compte de ce que dit de ce litige. C'est là où, par une reformulation, par une intervention, on peut voir si le client est réceptif à ce qu'on lui dit. L'avantage par rapport à la situation d'avant où je n'étais pas formé, c'est que je ne me formalise plus de la colère du client, je ne me formalise plus des énormes bêtises que quelqu'un, comme j'en citais un exemple tout à l'heure, de savoir que je vais tout mettre en faillite, je vais partir en Suisse et puis avec ma fille, je la reverrai quand elle aura 18 ans. On ne se formalise plus. On comprend simplement que ce n'est pas le moment, qu'il faut laisser l'autre redescendre dans les tours et qu'on en parlera plus tard. Et pendant ce temps-là, on peut commencer à avancer. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai vu là. Je dis, OK, pas de problème. Je vais commencer mes analyses de jurisprudence sur la prestation compensatoire. Je vais chercher, j'ai besoin de données, envoie-moi les données, je vais commencer à travailler, machin, etc. Donc, on peut très bien gérer les deux. Pour moi, c'est vraiment ça doit faire partie, et c'est là qu'on dit le rôle de l'avocat, pour moi, il est total. L'avocat, il est d'abord saisi, non pas d'un dossier, mais d'un conflit. Et il doit donner à ce conflit, il doit utiliser sur ce conflit tous les outils dont il doit disposer. Je pense qu'il doit disposer des conflits qui lui permettent de traiter une personne en situation de souffrance et de différent avec une autre partie, comme il est capable de faire cette analyse juridique, et il doit faire les deux en même temps. Et ça va permettre à la fois de différer éventuellement la proposition de la véritable mise en œuvre de mode amiable, mais moi je propose beaucoup de négociations raisonnées. Récemment, j'ai mis un dossier de vente immobilière avec un vice caché insecte xylophage. Les clients sont venus hyper blessés en disant on a ouvert, on a enlevé des plaques, on a vu sur les plaques qu'il y avait des dates et on pense qu'il a fait exprès. Donc ils étaient énormément choqués que les vendeurs qu'ils connaissaient, qu'ils tutoyaient, les aient trompés. Le simple fait de les écouter là-dessus et de décrypter, etc., ça a permis de dépasser leur colère, d'expliquer, de faire la maison, etc. Et j'ai fait un courrier, je pense, adapté à la partie adverse, qui les a contactés directement et qui, le lendemain, est venu constater par lui-même quel était l'état des poutres, etc., etc. Donc, même quand on a des gens qui viennent avec ce sentiment parfois aigu d'avoir été trompés, on voit bien que le plus important, c'est de les écouter sur ce terrain-là, et que quand on peut donner une réponse et une écoute à cette problématique, eh bien, on obtient du client une confiance, et on leur dit de toute façon, essayons, on n'a rien à perdre à essayer de négocier, sachant que l'alternative, c'est une procédure avec une expertise judiciaire qui va probablement nous prendre 2 ans. Donc, on peut passer 2 semaines à essayer de trouver des solutions. Mais là enfin, on n'est pas contradictoire, mais c'est vrai que nos confrères ont souvent... bon, la concurrence est vive entre avocats. Hein. On est nombreux hein, sur le marché, en particulier en région parisienne. Et les confrères ont parfois l'inquiétude de passer pour un bisounours, ramollo, pas pugnace, qui ne sait pas renverser la table, pour reprendre ton image de tout à l'heure, en parlant modes amiables. Et donc de se mettre en danger, en situation de perdre le client. C'était un peu ça le sens de mon propos. Et
il y a, pour les rassurer, le RIN, j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus ferme. Il y a eu un groupe de travail auquel j'ai participé. Moi, je voulais faire de l'information au MAR d'une obligation déontologique à intégrer dans l'article 2 de notre RIN. Le groupe de travail n'a pas voulu aller jusque-là. Mais il y a un bon support. C'est quand même aussi tout simplement, au-delà de tout ce que tu viens de dire, Jean-Philippe, à juste titre, mais d'expliquer aux clients que le travail d'un avocat, c'est de parler de tous les outils à sa disposition dans les textes. Et la médiation, on a des supports textuels. La médiation, elle est codifiée, elle est dans le code de procédure civile. Monsieur, c'est normal que je vous en parle. On avait aussi un très bon outil qui était 57-58 avant qu'il ne soit remodifié, où il était indiqué « vous devez justifier des démarches que vous avez faites ». Ça, c'était aussi un bon levier, lui dire « écoutez, j'ai bien compris que vous êtes très en colère, et ne vous inquiétez pas, je sais renverser les tables, je sais failleter à l'audience, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais mon obligation, c'est de vous parler aussi de tout ça. » Et je trouve que au moins de s'appuyer pour distiller cette petite sensibilité dans le cerveau de clients particulièrement énervés, ce support-là, l'appui des textes, ça peut être précieux et ça évite cette mise en danger. Ça, je pense que c'est un discours que le client peut comprendre. Au-delà de tout ce que tu as évoqué, hein, bien sûr, avec lequel je suis parfaitement d'accord. D'autres réactions de nos participants qui s'appellent des invités. Je vois pour Teams, non, vous n'êtes pas invités, enfin si, avec plaisir. Mais... Bon, mais Jean-Philippe, tu vas devoir reposer ton cigare et poursuivre. Bien, donc, mais je suis bien d'accord avec toi. Il faut que tu repartages tes PowerPoint qui ont disparu là. Pardon? Il faut que tu repartages tes slides qui ont disparu de nos écrans. Ah, alors. Sinon, moi, je vous avais mis ça que j'aime bien. L'ouverture n'est pas une fracture. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. C'est tout ce que tu viens de nous dire. Pourquoi je ne le trouve plus? Ah, voilà. Son numéro 3. Vous l'avez? Non. Non, on l'a pas. Sonia, tu levais la main d'ailleurs. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je disais que ce qui était intéressant dans ce que disait Jean-Philippe, et je pense que les confrères aussi ont peut-être pas cette habitude, c'est que même l'écoute de nos clients est différente. C'est-à-dire, dès lors qu'on est dans cette posture de modes amiables, on n'a même pas la même écoute et on n'a même pas les mêmes questionnements qu'on pouvait avoir avant, où effectivement on avait vraiment l'aspect complètement juridique et complètement juridique en tête, ce qui fait qu'on orientait quand même notre client vers ce qu'on savait faire, c'est-à-dire la procédure judiciaire. Et donc là, c'est important ce que tu disais, Jean-Philippe, de redire que le questionnement initial du client n'est pas le même. On ne lui pose pas les mêmes questions. On ne l'interroge pas de la même manière, pas seulement pour effectivement s'engouffrer dans éventuellement la possibilité qu'il y ait un amiable, mais parce que justement derrière, on va chercher ce qu'il est possible de résoudre autrement. Et donc, alors, tu parleras des outils certainement après, mais effectivement, cette recherche est importante pour après ce qui s'appelle la mésor, pour après savoir jusqu'où il est prêt à aller, ce qu'il est prêt à faire comme concession. Et je pense que du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur aux confrères parce que voilà, c'est des techniques, ça s'apprend. Être un avocat des modes amiables, c'est pas pour rien qu'il y a des formations spécifiques et un DU, effectivement, que je recommande aussi, parce qu'il y a tout ce changement de paradigme qui fait qu'il faut effectivement questionner différemment. Tout à fait. Vous avez récupéré les slides ou pas? Oui, on a récupéré tes slides. D'accord. Bon, donc je clôture juste, mais je suis d'accord avec toi, Claude. J'ai été très déçu de cette réécriture des articles 56 et 58, puisque certes, sur certains domaines, on a une obligation aujourd'hui de marde, on pourrait dire renforcée, avec une vraie sanction d'irrecevabilité qui n'existait pas avant, mais on a perdu un principe général sans
je n'étais pas forcément pour en faire un moyen d'irrecevabilité aussi, mais sans que ce soit expliqué. Je vais d'ailleurs travailler la question avec un de mes camarades qui travaille au Sénat, et on va voir si on ne peut pas interpeller la chancellerie là-dessus. Donc ça, je clôture. Je rebondis aussi parce que je crois que c'est important, même si ça doit faire partie de mes slides finaux, qui est le modèle économique du MAR. Il ne faut pas se voiler la face, on est là pour gagner notre vie. C'est possible plutôt bien, comme dirait. Et donc, on peut aussi avoir cette inquiétude de se dire, mais le MARD me fait passer effectivement pour un trouillard, pour un incompétent, qui rechigne à assumer. Et deux, on verra aussi, vous êtes bien gentil, vous êtes tout content de vous dire que vous avez permis la solution d'un litige qui aurait duré des années, sauf que pendant toutes ces années, vous auriez quand même un peu facturé. Donc, ça pose quand même un petit problème. Bon, donc on va y venir. Sur le côté timoré, je pense qu'on s'en sort très bien, par une pirouette peut-être, mais qui peut nous interroger. On s'en sort très bien par l'obligation de conseil. Moi, j'étais sur ce dossier de vices cachés, etc. Il y a un petit problème parce qu'il y a quand même une clause d'exclusion des vices cachés qui peut sauter, mais voilà, il y a quand même un petit problème de droit à résoudre, accessoirement. Mais le simple fait de loyalement dérouler ce qu'est un dossier d'expertise judiciaire, ça effraie le justiciable moyen. Et c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait avant, autant dans le détail, si j'étais pas aussi convaincu. Et donc là, ça peut nous interroger. Voilà, quelqu'un vient me voir, me dit pas de problème, je vais faire une expertise, machin, etc. Est-ce qu'on est totalement transparent sur le fait que l'expertise va durer un an et demi, que évidemment il va y avoir plusieurs rendez-vous auxquels on va facturer, qui vont être facturés 2 à 3 heures par l'avocat, qu'il va y avoir un expert qui va demander 3 000 euros, puis 5 000 euros, puis parfois 10 000 euros et qu'il va falloir suivre. Et que derrière, si on ne trouve pas d'accord, il va falloir réassigner et faire un nouveau procès qui va coûter 5 ou 10 000 euros. Si on était aussi transparent à chaque fois qu'on vend ce genre de dossier, voilà, je ne sais pas si tout le monde le fait. Moi, je me rends compte que je suis quand même devenu beaucoup plus précis dans mon obligation de conseil et de projection que par le passé, mais parce que j'ai justement une autre solution à proposer et que si vraiment on va en procédure, on y va en connaissance de cause. Donc, je viens plutôt à ma première partie. L'introduction était d'examiner, de jauger les arguments que beaucoup de confrères opposent à cette proposition d'investir les marges. Bon, ça, je l'ai déjà évoqué. Moi, je venais de la conciliation prud'homale. J'ai suivi cette formation un peu, au départ, je me suis inscrit plutôt à cette formation un peu dans une optique consumériste, entre guillemets. J'ai des certificats spécialités en droit social, en droit immobilier. Je venais chercher, je le dis franchement, je venais chercher un label. J'avais pensé faire la formation de médiation, mais qui était un peu longue à l'Institut catholique, qui était sur 2 ans. Quand Claude a créé SDU, sur 1 an, j'ai foncé. Et je croyais être très investi sur le mode amiable, sur la conciliation, sur cette démarche, etc. J'avais fait cette petite formation de 4-5 jours à l'EDAC. Bon, j'ai découvert un continent perdu. C'est ce que disait Sonia est très important. Ça nous change notre logiciel. Et moi, je peux vous dire qu'après 33 ans d'exercice, j'arrivais à ce stade où ma relation client était abîmée. Ce moment où on n'en peut plus parce qu'on n'a plus de réponse. J'avais entendu un confrère plus âgé, jeune avocat, me dire ça, tiens, j'en peux plus, qui viennent, qui me donnent leur chèque, qui me déposent leur dossier, puis qui s'en aillent. Je ne suis pas leur fille, j'ai pas envie de les écouter. Voilà. Donc ça, et puis les confrères sont tous des cons, les confrères ne sont plus confraternels, les confrères sont agressifs, etc. Donc on arrive à un âge et à un moment où on a un peu de mal avec ça. Et le mode amiable,
on vous enlève le plâtre, quoi. Vous savez, les clients ne sont plus chiants, ils sont empêtrés dans leur truc, et les confrères, vous arrêtez de les traiter de manière agressive, ils sont la plupart du temps charmants. Moi, je n'arrête pas d'avoir des échanges avec des confrères qui ne sont pas formés au mode amiable et qui me disent « Oh, qu'est-ce que c'est agréable d'échanger avec vous. Vous avez de la distance, vous n'êtes pas en train de menacer, vous n'êtes pas en train d'argumenter, vous n'êtes pas en train de plaider le dossier. » C'est « Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de... » Et c'est pourtant ce que je disais, normalement, ce qu'on devrait nous apprendre et ce que devrait nous enseigner la déontologie. C'est avoir cette ouverture. Alors, on l'avait déjà, mais ça devient, on passe du mode amateur au mode professionnel. Alors, donc, pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. L'intérêt d'investir les modes amiables, je viens de le dire, c'est d'acquérir de nouveaux outils qui vont non seulement vous aider à trouver des solutions dans les litiges, mais qui vont aussi changer votre relation client et votre relation confrère à partir d'outils simples. Je les ai déjà cités, la prise de conscience du pouvoir de l'émotion sur le cerveau, puis après vous vous rendez compte que ça vous arrive à vous-même, hein. Donc personne n'est à l'abri. C'est aussi, c'est pas une posture arrogante ou une posture savante. On est tous les jours, voilà, à Noël j'ai hurlé sur ma mère. Voilà, il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, j'ai quitté avec fracas la commission sociale. Donc, on est tous amenés, avec peut-être évidemment des niveaux de personnalité différents, mais on est tous amenés à être pris par une émotion. Et ce que l'on apprend encore une fois dans le mode amiable, c'est que c'est une bonne chose. Les émotions sont des symptômes, ce sont des signaux d'alarme qui vous disent que quelque chose ne fonctionne pas, qu'on vous traite mal, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et vouloir gérer, entre guillemets, ces émotions, vouloir la jouer Spock et ne pas avoir d'émotions, c'est une vue de l'esprit. J'avais lu une expérience, un article qui analysait les conséquences pour une personne, pour un patient, qui avait eu une affection cérébrale qui lui avait justement supprimé les émotions. C'était un trader, quelqu'un qui donc travaillait avec la bourse, travaillait avec les... Ben, en 2 ans, il s'est ruiné, il a divorcé. Le fait d'être privé de ses émotions en a fait quelqu'un d'incompétent et quelqu'un d'invivable. Donc, non, ce n'est pas la solution de devenir Vulcain, c'est plutôt la solution de voir le moment où ça dérape. Et ce qui change, ce n'est pas que je me mets moins en colère, mais par contre, dès que je suis en colère, je sais que c'est un symptôme, je sais que je suis malade et qu'il faut immédiatement me soigner et arrêter tout, et surtout pas essayer de régler mon problème sous le coup de la colère. C'est ça que ça change. Donc l'émotion, l'analyse des communications, comprendre à quel moment on s'est manqué de respect, on s'est mal parlé, on s'est accusé, on a déclenché une communication agressive, violente, qui a nécessairement eu un effet archi documenté. Quand vous avez une communication violente, et souvent on ne s'en rend pas compte, blocage, je pars, le bouclier, donc je n'entends plus ce que vous dites, même quand vous dites quelque chose de pertinent, si c'est violent, je n'entends pas. Vous voyez comment ça marche sur les ados, ça marche très bien. Tu es nul, tu ne sais pas ranger ta chambre, tu ne sais pas faire ça, tu ne lis pas tes mails. Ça marche super bien. Ils n'écoutent pas et ils recommenceront. Donc, non seulement on bloque la communication, mais on contre-attaque. C'est mécanique. On fonctionne tous comme ça. Donc, apprendre à communiquer de manière non violente, apprendre à reformuler et apprendre à voir où s'est située la rupture de communication. Et le troisième outil que j'évoque comme ça, parce que c'est aussi un point super important, c'est arriver à détecter quand on est sur un conflit de valeurs et pas seulement sur un problème de communication. Quand ça a été le respect de la parole donnée, ça a été des problèmes de discrimination, des problèmes de fiabilité, là j'en ai pas qui me viennent, mais quand on est sur un conflit de valeurs, ça je l'ai eu moi aussi dans un dossier de construction, il y avait un client qui était un ancien ingénieur, machin, etc., qui comptabilisait tout ligne à ligne. Voilà, il était capable de vous faire des tableaux, des classeurs. Il m'a remis 2 clés USB, 2 classeurs. Il avait épluché le devis, etc. Et en face, il avait un entrepreneur qui disait « Ouais, mais ça, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai remplacé par ça. » Ou le mec qui fonctionnait à l'arrache « Oui, mais là, ce n'était pas possible. Oui, mais je vous ai fait ça. » Enfin,
Là, on avait le conflit de valeur absolue entre la personne hyper méthodologique, hyper pointilleuse, hyper rigoureuse, très attachée à la précision des choses, et quelqu'un qui fonctionnait de manière beaucoup plus, je pourrais dire, méditerranéenne, mais qui était persuadé que globalement, il avait même fait pas mal d'efforts, mais il était incapable de justifier de la ligne, de machin, etc. Ça, c'est pas facile. Lorsqu'on a ces outils, donc on change sa vie professionnelle puisqu'on a une autre relation client, une autre relation confrère et même une autre relation juridiction, en un sens, puisque ça permet aussi d'éviter les conflits avec les juridictions et de régler également des problèmes de magistrats en tension qui seraient inutilement agressifs. Et ça permet également de trouver des solutions et donc d'augmenter sa satisfaction client. Alors, bon ben voilà, ça je l'ai déjà dit. Et accessoirement, ça pourrait même, ça peut être aussi un objectif à développer parce que c'est complètement en jachère, mais cette idée de ne pas, qui est souvent opposée à la médiation, qui est de dire mais finalement la médiation c'est une énorme prise de risque parce qu'on va repasser du temps en rendez-vous une fois, deux fois, trois fois, et si ça ne marche pas, on aura retardé la procédure judiciaire et dépensé de l'argent pour rien, alors même que nos clients ont déjà du mal à nous régler nos honoraires ordinaux, et là, normaux, pardon, ordinaires, et là, on va leur demander de passer 2-3 heures, voilà, c'est absolument ridicule. Il y a une réponse à ça en médiation. Je signale d'ailleurs que ça m'avait vraiment interpellé lorsque je l'avais appris au moment du mode amiable, que le monde de l'arbitrage, le glorieux monde de l'arbitrage, c'est le top, hein, c'est les plus gros dossiers, c'est les plus gros clients qui sont prêts à payer un juge très cher, plusieurs juges parfois, pour avoir une procédure très rapide, pour avoir des gens extrêmement qualifiés, des professeurs de droit, des grands avocats pointus sur un secteur, etc. Donc on est là dans on pourrait dire la Rolls du mode judiciaire. Eh bien, l'arbitrage, les chambres d'arbitrage ont développé le médiarb, c'est-à-dire cette technique qui consiste à la fois à avancer le dossier, avancer dans une mise en état du dossier, et donc échanger des arguments, des pièces, loyalement, des moyens de droit, tout en essayant de négocier, l'idée étant que une conscience, une maîtrise plus approfondie du dossier va améliorer votre mésor et votre BETNA, va vous permettre de mieux comprendre les risques du dossier et donc de mieux conseiller votre client sur une éventuelle concession. Et ça porte un nom, c'est dans le Code de procédure civile, encore une découverte qui, pour moi, a été faite en 2017 lors d'un des premiers cours de Soraya Amrani-Mekki, la découverte de la procédure participative, que j'avais toujours confondue avec le processus collaboratif et qui est quand même dans le Code de procédure civile depuis 10 ans. Très belle réalisation du CNB, il faut quand même savoir le dire, c'est pas si fréquent, mais qui n'a aucun succès. À l'époque, je crois qu'il y avait eu 40 procédures participatives. Voilà. Et quand vous êtes en mode amiable, selon... C'est là où moi je trouve que notre DU était très intéressant parce qu'il ne s'est pas focalisé que sur la médiation. Selon le dossier, vous allez vous dire il y a un trop gros conflit, je vais plutôt mettre en œuvre les techniques qui vont permettre aux personnes de retrouver leur cerveau rationnel et d'apaiser leurs émotions. Ou au contraire, je suis confronté à des gens qui n'ont aucune conscience du risque judiciaire, qui n'ont pas du tout la même analyse juridique que moi. Donc forcément, on ne peut pas s'entendre, hein, puisque si vous considérez que vous ne risquez rien, vous allez pouvoir échapper au vice caché, bah, vous n'allez pas vouloir négocier. Et dans ce cas-là, on peut s'engager vers cette fameuse procédure participative qu'il va falloir quand même simplifier, qu'il va falloir apprendre à mettre en œuvre, parce que je pense que ce qui bloque, c'est la signature de convention. On sait tous faire une assignation. Moi-même, je ne suis pas certain d'arriver à faire rapidement et je serais très perturbé. Voilà, on ne sait pas faire, donc j'ai pas envie. Donc
alors qu'il y a des outils, notamment sur Ibaro, qui permettraient d'engager assez vite. Et il faudrait que demain, la signature d'une procédure participative soit aussi simple en appréhension par un avocat que la signature que la rédaction d'une assignation en expulsion ou de conclusion lambda en recouvrement de créances, etc., etc. Et là, on règle une partie du problème parce qu'on travaille le dossier entre avocats, loyalement, on s'échange les pièces, on s'échange les moyens. Ça nous éclaire, on trouve une solution parfaite, partielle ou totale. Ça nous montre qu'il y a bien un conflit de valeurs et que non, là, il nous faut réellement ce pourquoi le juge est fait. Il nous faut quelqu'un qui nous dise le droit, qui nous dise qui a raison. Parce que là, il y a un vrai problème de société, un vrai problème nouveau, un vrai truc à trancher. Et bien là, comme on a notre dossier qui est ficelé, qu'on a déjà échangé des conclusions ou assimilé et des pièces, on dépose la requête au greffe et on est convoqué directement en plaidoirie. Voilà. Aussi, une fois qu'on sera avancé en mode amiable, avec des confrères qui n'auront pas peur de cette procédure, voilà aussi comment on peut offrir à nos clients encore une solution avantageuse qui pourra peut-être constituer en partie une réponse au délai de traitement des dossiers, parce que je pense que si on était en mesure de réaliser ce type de dossier, la juridiction serait ravie de nous offrir un raccourci procédural et des délais de fixation en plaidoirie qui soient infiniment plus rapides que ceux qu'on obtient actuellement. Un petit peu sur la procédure participative, il y a quand même beaucoup de modèles sur le site du CNB, donc on a déjà des trames. Hein. Ça, c'est assez facile. Je voulais juste poursuivre ton propos aussi sur le point A, sur le questionnement que tu évoquais tout à l'heure. Il y a un outil qu'on utilise beaucoup en mode amiable, c'est la pyramide de Maslow. Sur comment faire apparaître, comment faire sortir les besoins, qui là aussi est un questionnement que l'avocat ne fait pas souvent, mais qui va être extrêmement important, en particulier pour le médiateur ou pour les avocats en procédure participative de règlement conventionnel ou en processus collaboratif. L'émergence des besoins entre un client qui dit « Ah, mais maître, il faut lui demander 200 000 € de dommages d'intérêt », la question qu'on doit lui poser, c'est « Pourquoi faire ?» Parce qu'il s'est vraiment foutu de moi. Ah, oui, d'accord. Donc, vos dommages d'intérêt, c'est parce que vous voulez, vous êtes fait flouer, c'est un problème de besoin de reconnaissance, vous avez été maltraité. Idem en droit de la famille, une femme qui dit je voudrais 150 000 € de prestations compensatoires, pourquoi faire? Quel est votre besoin? Pourquoi cette demande de prestations compensatoires? Ah, c'est parce que j'aurai une retraite minable. Ça, c'est une première problématique. Ou parce qu'on va vendre la résidence familiale et il va bien falloir que je rachète quelque chose. Ça, c'est aussi une autre approche, une autre problématique, un autre besoin. L'émergence des besoins, c'est un travail extrêmement important dans les modes amiables et qui est quand même si on en a besoin techniquement en tant qu'avocat, qui est parfois un peu escamoté dans la prestation des avocats quand ils sont à la faille, si je puis dire. Excuse-moi, mais... Non, je t'en prie. Non, c'est très bien, ça... La prestation des besoins... on la zappe un peu souvent dans le traitement des dossiers purement judiciaires. C'est vrai qu'on a ce point aveugle, on se dit, mais c'est complètement naturel que les gens réclament des sommes, voilà, on ne se pose pas les questions. Alors après, lorsqu'on est amené à devoir le justifier devant le tribunal, là, on cherche. Un peu dans la mouise. Voilà, on cherche des moyens, des trucs. Mais on a beaucoup de clients et même malheureusement encore quelques confrères qui sont persuadés qu'il faut demander le bras pour avoir la main. Voilà. Et l'exemple que tu as donné est excellent. C'est qu'il peut y avoir effectivement la rétribution d'une humiliation, d'une souffrance, etc. Mais lorsqu'on va découvrir, et moi ça m'est arrivé, lorsqu'on se pose simplement la question, si on est là, on va essayer de discuter, de voir. On va peut-être pas arriver à
à décramponner parce qu'il y a des souffrances qui s'inscrivent dans une durée très longue. On ne va pas comme ça. Moi, j'ai eu à gérer un divorce où il y avait 9 ans de séparation. Ils étaient toujours en procédure. Il n'y a pas de baguette magique, hein. J'avais réussi à arracher un rendez-vous. La consoeur en face n'a pas voulu m'en accorder un deuxième ou un troisième. Bon, ça a été compliqué de faire un miracle. On a fini par trouver un accord. Mais voilà. Mais par contre, là où tu dis, c'est ça qui est génial, lorsque le client a une donnée objective. Moi, j'ai eu comme ça des négos où, ben oui, mais je négocie en droit du travail parce que j'ai un prêt et qu'il faut absolument que je rembourse ce prêt parce qu'après, quand je serai licencié, etc. Et pareil, quand tu dis, il faut que je rachète quelque chose. Moi, j'ai réussi à débloquer, il faut que tu rachètes quelque chose. Ben, on va voir. Où est-ce qu'on rachète? Et on arrive, en traitant le besoin, à des solutions. La personne se rend compte qu'elle n'a finalement pas forcément besoin de 300 000 pour acheter ce qu'elle veut, mais qu'à 200, 220, ça peut passer. Voilà, que lorsqu'on est sur je dois rembourser un prêt, voilà. Lorsqu'il y a un ancrage objectif, les solutions se découlent beaucoup plus facilement. Alors, vous avez encore les slides? Oui. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Oui, les slides sont là. J'arrivais, le rôle de l'avocat, deuxième partie, acquérir les outils, et après, finalement, à quoi je sers? Ça, c'est vrai que c'était aussi l'approche que peuvent avoir certains confrères légitimement. On les fait partir en médiation, un peu en leur tordant le bras. Alors, ils y vont parce qu'ils sont un peu inquiets, ils ne savent pas si le client va réussir à s'en sortir tout seul. Ils arrivent, le médiateur leur enjoint de se taire parce que quand ils parlent, ils mettent de l'huile sur le feu ou ils plaident le dossier. Et donc, il y a des tensions avec le médiateur. Petite caricature, hein, j'adore ça. Donc ils sont là, ils baillent aux corneilles, tout en se disant il faut bien quand même que je facture ce temps perdu au client. Et puis au final, les gens parlent, ça m'est arrivé, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, puis on a trouvé un accord, je ne sers à rien. Quand ça marche comme ça, c'est formidable, mais la plupart du temps, il faudra un plus gros travail de l'avocat pour augmenter le taux de réussite et mettre en œuvre les outils et la méthodologie dont j'ai déjà parlé, analyser le conflit, essayer de comprendre où se situe le conflit, les ruptures de communication, les conflits de valeurs, analyser le droit pour remplir pleinement son obligation de conseil et pouvoir décrire les étapes. Et au-delà du droit, il y a aussi toute l'expérience de l'avocat, il y a des dossiers, vous pouvez sentir. Est-ce que la partie adverse va faire appel? Est-ce qu'on est dans un cadre? Est-ce que je suis contre une compagnie d'assurance ou un institutionnel qui va se battre? Même si je gagne en jurisprudence, il va nous emmener en cassation. Est-ce que j'ai les moyens de suivre? Tous ces éléments un peu d'intuition, d'expérience, de voir les implications du dossier, tout ça, ça peut, et c'est indispensable au client. Un des points que je n'ai pas encore évoqué, je crois, et où on peut vraiment s'éclater, c'est en mode amiable, c'est les solutions. Là on ouvre les portes et les fenêtres. On fait ce qu'on veut. On peut tout décider. Ou presque. Après, il y aura le réaliste et pas le réaliste. Mais on peut décider qu'il y aura telle chose, que sur les dossiers, qui va vendre ses parts, qui va continuer à faire ci, On a une faculté de solutions. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais je pense que vous allez pouvoir m'aider sur ce terrain, qui évidemment sont hors de portée du juge. Absolument impossible. Moi, on a construit des choses où une résidence alternée, une année par une année, les enfants sont partis à l'étranger, sont revenus, des choses qui ont été extrêmement compliquées à mettre en place par un juge, et qui, de par l'accord des parties, lorsque c'est possible, il y a toujours la limite de l'ordre public, mais lorsque c'est possible, donne des satisfactions que jamais la justice ne pourra donner. Et dernier point où on reste totalement avocat, y compris même dans des médiations, parfois on peut être passif en médiation, parce que c'est vrai que la médiation, c'est le lieu où les parties échangent et renouent leur communication. Le travail de l'avocat se situe plutôt en amont pour préparer
le client au rendez-vous de médiation. Et selon les techniques du processus collaboratif, qui est le plus complet à ce titre, il faut aussi une intervention de l'avocat après les rendez-vous de médiation. Après le fameux débrief, à la fois avec le client et avec le confrère, et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc., etc. Si on fait ça, on multiplie évidemment les chances de succès. Et c'est pour ça que pour moi, la solution, c'est pas la médiation. La solution, c'est que les avocats se forment au mode amiable, parfois utilisent la médiation, toujours utilisent la négociation raisonnée, de temps en temps la procédure participative, et quelquefois, oui, la médiation, qui peut être nécessaire. Là, récemment, on est allé en conciliation de justice avec à Paris, au commerce, avec un magistrat, un ancien magistrat, mais j'avais un peu peur, mais qui était vraiment formé à la médiation. Sans lui, j'y serais pas arrivé avec la consoeur, c'était impossible. J'avais besoin du médiateur, du conciliateur, qui a fait un aparté à un moment donné crucial avec la partie adverse. Pour ma part, je n'y arrivais pas. Ma consoeur me disait, bon, elle n'était pas formée, mais elle était de très bonne volonté. Elle me disait qu'elle avait tout essayé avec sa cliente, qu'elle n'y arrivait pas. C'est le médiateur, c'est le conciliateur qui a réussi à débloquer le truc et à nous faire avoir un accord. Je peux faire une petite pause avant d'attaquer un point crucial qu'on a déjà effleuré, qui est le modèle économique des MARD. Est-ce que vous souhaitez compléter, questionner avant que je passe à cette dernière partie? Personne? Claude, c'est bon? Vous m'entendez? Tout le monde a Oui, oui. Véronique Julien, à juste titre, techniquement, c'est une puriste. Des apartés en conciliation, point d'interrogation, point d'exclamation, c'est vrai que la conciliation est une délégation donnée à un tiers par le juge, donc délégué du juge, le conciliateur se doit de respecter les dispositions du Code de procédure civile et les dispositions générales sur le procès équitable. Donc, le conciliateur se doit de respecter le contradictoire. Donc, les apartés en conciliation ne devraient pas être possibles. L'aparté, c'est la force et c'est presque le monopole de la médiation. Ah ben écoute, c'est une position d'avocat. Non mais merci Véronique pour cet éclairage juridique. Évidemment, ça c'est le danger. Comme pour moi l'aparté, qui au départ me posait problème parce qu'on est tellement imprégné du contradictoire. Effectivement, l'aparté choque au départ. Mais je l'avais tellement intégré au cours de la formation que je ne me suis pas posé la question de son effectivité, de sa légitimité en conciliation. Je pense que ça m'aurait frappé si ça avait été le juge. Parce que le juge, dont la mission effectivement est de concilier, il est un peu l'incarnation du respect du contradictoire, même si je regrette beaucoup qu'il ne se l'impose pas à lui-même, le contradictoire. Ça, c'est vraiment un autre point, il faudra y arriver. Mais dès lors qu'il y avait un conciliateur de justice, je ne me suis même pas posé la question, et très honnêtement, c'est ce qui a été déterminant. À chaque fois, d'abord, on a eu une première étape pour arbitrer le montant de l'indemnité, et ensuite, on a eu une deuxième étape parce qu'il y avait une clause pénale que mes clients souhaitaient très élevée et que la partie adverse ne souhaitait pas signer. Et sur ce dernier point également, il ne s'est pas posé de questions. Il m'a prévenu, simplement, il m'a prévenu qu'il allait faire un aparté avec la partie adverse. La première fois, c'était en présentiel. La deuxième fois, c'était en Zoom. Et c'est intéressant, oui. Ça peut être... En fait, le débat est d'autant plus vif que les tribunaux de commerce, je peux parler au pluriel, puisque c'est une position de la conférence générale des juges consulaires, les tribunaux de commerce confondent allègrement médiation et conciliation, décidant que les juges anciens retraités sont tout à fait disponibles pour faire des médiations-conciliations, et comme en réalité ils ne sont pas formés la plupart du temps à la médiation, ils utilisent un certain nombre d'outils de la médiation pour faire en réalité des conciliations. Mais la distinction, elle est quand même importante, ce n'est pas juste de la sémantique.
ça a des conséquences sur le mode opératoire et sur la possibilité pour telle ou telle juridiction, hein, puisque la médiation n'est possible que quand elle est expressément prévue par le texte. La médiation, elle n'est pas possible, par exemple, en référé commerce. Donc, ils disent, bon, on va faire un truc qui s'appellera médiation-conciliation. D'accord. Ceci explique cela, puisque Véronique intervient beaucoup au tribunal de commerce. Okay. Je t'enverrai un article que j'ai pondu cette année sur Village de la Justice et le journal spécial des sociétés sur médiation et conciliation. Ah ben c'est pas qu'un débat sémantique. Ça... Non, mais moi, il y a deux mots qui ont des histoires différentes et je pense qu'il faut garder, c'est intéressant d'avoir cette nuance. Je pense que la nuance peut être tout à fait... et moi j'avais cette intuition de dire que la conciliation, finalement, c'était plus une démarche proactive, tournée vers la solution rationnelle, sans prise en compte nécessairement des ressorts du conflit. Et c'est vrai que je suis un peu passé, j'ai dit qu'il y avait un cadre institutionnel différent, mais je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Après, il reste aussi que le conciliateur n'existe que devant deux juridictions, le tribunal de proximité et le tribunal de commerce. Bizarrement, il n'y a pas de conciliateur TJ. D'ailleurs, maintenant que les TPROC sont fusionnés, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, je n'ai pas suivi. On va les laisser se démerder. Ouais. Donc, et puis il faut qu'on conclue pour que nos amis puissent aller déjeuner. Comment je gagne ma vie alors que je vais décourager les gens de partir en procédure et faire fuir les clients parce que je vais passer pour un avocat hippie power flower. Donc, deux contre-arguments. Un, ce qu'on va perdre, et ça, il ne faut pas se le cacher, c'est vrai que les interventions en mode amiable, la plupart du temps, seront des interventions d'un volume moindre. On n'arrête pas de dire que c'est plus rapide, forcément. Ça va aussi être plus rapide pour les avocats et sur les temps de traitement. Mais en revanche, je pense que si on est assez lucide sur la manière dont nous facturons, on se rend assez vite compte qu'il est très difficile, sauf pour ceux d'entre nous qui ont la chance d'intervenir dans des très gros dossiers, où l'enjeu du dossier est négligeable. Hein, ça, c'était Christophe Ricourt qui m'avait appris ça. Il m'a dit, tu veux être avocat, il faut que tu interviennes dans des dossiers où tes honoraires sont négligeables par rapport à l'enjeu du litige. 1%, 0,5%, et là, tu peux facturer, là tu es bon, là, tu es rentable. Si ce n'est pas le cas, si tu commences à facturer la moitié de l'enjeu, là, il y a un problème pour le client et pour tout le monde. Donc, dans les dossiers judiciaires classiques, nous sommes très souvent amenés à ne pas comptabiliser l'intégralité des heures passées. Je parle à peine du temps perdu aux audiences. Je pense que sur la rédaction de conclusion, sur les recherches, sur la maturation du dossier, sur on n'est pas à l'américaine, on n'est pas aussi cher que les Américains, on n'arrive pas à faire du 200-250 € de l'heure à la minute et d'être... Donc, du coup, on a une perte en ligne sur ces dossiers. On a peut-être des provisions plus importantes, mais au final, on perd énormément en rentabilité. Je pense qu'en mode amiable, il faut vraiment avoir l'exigence, il y a moins d'heures, mais il faut toutes les facturer. Et on est facilité par le fait que le client, la plupart du temps, est avec nous en mode amiable. C'est des échanges avec lui, c'est des échanges avec le médiateur, et il peut réellement voir le temps passer, et c'est donc à la fois moins volumineux, moins douloureux, et possible d'obtenir ce paiement plus rentable. Le deuxième point qu'il ne faut pas négliger, c'est que moi j'ai des dossiers que j'ai rentrés en médiation, en négociation raisonnée plutôt, que je n'aurais peut-être pas rentré en contentieux. Je viens d'un dossier très précis de contestation de permis d'un voisin qui allait surélever sa maison, etc. etc. La mésor, c'était on attaque au TGI à l'époque parce qu'il y avait une clause de servitude qui était à interpréter pour essayer d'obtenir l'arrêt des travaux pour violation de la servitude. Donc, procédure d'urgence, accélérée au fond, machin, ou à l'époque en la forme des référés. En cas d'échec, appel, parce que c'était l'essentiel, il fallait bloquer les travaux. Procédure au fond, ça pouvait se résoudre en procédure au fond en indemnisation pour la perte d'ensoleillement. Parallèlement, attaque du permis de construire,
qui étaient d'ailleurs croisés, parce que chacun avait un projet à ce moment-là. Donc on avait deux contentieux au tribunal administratif. On avait chacun attaqué nos permis. Et là encore, on ne savait pas combien de temps il y a. Donc on était sur vraiment le premier niveau. Moi j'avais un confrère pour le TA et moi au TJ. On était à plus de 10 000 euros de provision, de première provision vraiment pour démarrer le dossier. Et honnêtement, j'ai senti le client avait de l'argent, c'était des très belles maisons, c'était à Saint-Cloud, mais 10-15 000 euros comme ça pour partir là, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le dossier. La proposition de Madame Yam, on est resté, c'est vrai, à 3 000 euros, chaque heure a été payée, on a réglé le problème et on a trouvé une solution de réduction du volume de la construction du voisin qui, évidemment, aucun juge n'aurait pu ordonner. Donc, il me semble qu'on peut élargir notre base de clientèle en leur proposant des solutions moins coûteuses et plus rapides, et que ces solutions seront infiniment plus rentables. À partir de là, ça devrait être tout à fait jouable et même intéressant d'exercer dans ce domaine. Voilà. C'est bien. Voilà, l'avocat gère mieux ses procédures. Et à la limite, on arrive avec un meilleur dossier au juge. Et puis, on devient des interlocuteurs plus intéressants, je pense, même dans notre positionnement, que cette image qui est à la fois fascine, on ne va pas se mentir, les clients adorent les avocats pitbull, hein, mais en même temps, je pense que ça peut même jouer sur notre crédibilité sociale, d'appréhender le litige dans toutes ses dimensions et pas seulement dans la dimension du combat. Merci Jean-Philippe. Sonia, tu voulais dire quelque chose, à moins qu'il y ait des interventions de nos participants? Non, je trouve que c'est effectivement voilà, un excellent résumé des avantages, pas seulement pour les clients, mais pour nous avocats, outre le fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase judiciaire très perturbée et qu'on a quand même la chance, malgré tout, d'avoir la promotion des marques par un certain nombre de magistrats. Donc, je pense qu'effectivement, il faut en profiter. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a tout un tas d'outils à notre disposition et qu'après, on propose à nos clients celui qui nous semble le plus approprié. Alors, évidemment, comme dit Jean-Philippe, il y a certains conflits qui ne s'y prêtent pas. Je pense au conflit de voisinage où, en général, l'intérêt du litige, comme on disait avant, il est faible. Donc, effectivement, proposer une procédure participative, etc., est-ce que ça a un sens? Alors que la médiation peut en avoir, ou même la conciliation qui est gratuite, ça a un sens. Donc, c'est à nous aussi d'apprécier l'intérêt. Et après, il y a quand même tout l'aspect sous-jacent, c'est-à-dire qu'on négligeait aussi avant tout cet aspect qu'on n'avait pas creusé et qui permettait d'avoir des procédures judiciaires déjà première décision. Là, on va éviter tout ça en réglant et moi, je constate vraiment au quotidien que les clients sont vraiment prêts à payer l'intervention d'un avocat pour avoir une décision pérenne et durable. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à vanter pour nos clients. Alors, les confrères diront, ah oui, mais alors du coup, on a moins de procédures et on facture moins. Mais en fait, je ne sais pas si tout le monde est dans ce cas, mais moi, quand j'ai un dossier qui traîne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et que ça revient sur les mêmes problématiques, on n'arrive pas à trouver des accords et que finalement tout le monde s'agace, y compris moi, ben je préfère effectivement être dans cette logique de dire j'ai une décision qu'on a mûrement travaillée, élaborée, constituée, un accord qui va être donc pérenne, et je passe à autre chose. Et le client est content, il m'envoie d'autres clients, plutôt que de rester sur une insatisfaction de tout le monde finalement, y compris de soi en tant qu'avocat. Oui, mais ça, je te rejoins tout à fait. Et sur le premier aspect de ton propos, ça fait partie du travail de conseil de l'avocat que de choisir avec son client le mode amiable adapté. On a une boîte à outils assez riche, il y a un choix à faire qui est extrêmement compliqué pour nos clients parce qu'ils entendent parler de plein de choses.
Comme les gens qui parlent souvent ne font pas attention à la sémantique, voire l'exemple de l'instant sur conciliation-médiation, ils mélangent tout. Et le travail de l'avocat, c'est aussi ce conseil-là, sachant que la plupart de ces modes amiables sont codifiés. Donc on est vraiment dans un rôle d'avocat, on n'est pas juste dans un rôle de coach, hein, on est vraiment avocat là. Voilà, moi je vous parle de ce qui existe dans le code et je vous donne les clés pour faire un choix adapté à votre situation entre le juge et procédure participative, processus collaboratif, conciliation, médiation, négociation assistée, négociation. Donc là, on a un sacré boulot, mais ça impose d'appréhender et de maîtriser quand même tous ces modes amiables. Il y a des confrères qui me disent, mais Claude, on ne s'y retrouve pas, il y en a trop. Mais il y en a trop, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Voilà, et on pourra faire éventuellement un petit zoom comme ça sur le rôle de l'avocat conseillant, comment présenter les modes amiables, comment expliquer, comment les proposer. Ça, je pourrais vous proposer un autre petit webinaire à l'occasion de nos beaux jours des Bardes. On va s'arrêter là parce que on a même un peu dépassé notre temps, comme quoi le sujet est passionnant. Merci Jean-Philippe de cette lecture pratique. S'il y a quelques questions, nous, on veut bien vous apporter quelques minutes encore. Je vous ai mis un petit mot pour vous dire que pour nous, Commission Mars, ce focus était une première. Donc, nous sommes preneurs, Sonia et moi, de vos commentaires, suggestions, observations, recommandations, critiques constructives par mail, donc claudeduvernois@droitfil.fr. Et en ce qui te concerne, Sonia, quelle est ton adresse mail? Alors, sk@avocat-du-6coachchouk.com. Je vais la remettre dans le chat, comme ça, voilà. Tout le monde l'aura. Ok, on attend ton adresse mail et puis on pourra se souhaiter un bon appétit. Et à la prochaine.